Hop. Donc, exercice sur le tube à essai. Vous mettez de l'eau dans un tube à essai, représenté ici. Vous la mettez jusqu'à un niveau qui est ici, là. Donc là, il y a de l'eau. Et au-dessus, il n'y a pas d'eau. Première question, on vous demande la pression en fonction de l'altitude Z. Deuxième question, on vous demande la résultante des forces de pression exercées sur les parois du tube. Alors, la première question, elle est assez facile. Il suffit juste de noter que ici, il y a une pression que je note P0, qui est la pression atmosphérique, hein, et que le fluide, c'est un fluide incompressible. Donc si c'est un fluide incompressible, je peux écrire directement l'équation barométrique. Et je l'écris en faisant attention que le 0, il est ici. Le 0 de mon axe. Hein. Donc quand je suis ici, je dois avoir P égale P0. Et ça, c'est quand Z égale H. Donc c'est pour ça que j'ai écrit P0 plus ρg H moins Z. Quand Z il est en dessous, là, vous avez une pression qui est plus grande. Ça, c'est juste le choix de la référence. Oui, Léo, c'est la condition d'application de l'équation barométrique. Incompressible, c'est le fluide étant incompressible, j'ai le droit d'appliquer l'équation barométrique. Ok, c'est la petite vérification que je fais. Parce que si vous dites, en fait, je vous insiste à faire ça parce que sinon vous allez écrire l'équation barométrique tout le temps. Et puis le jour où vous aurez un exercice avec un gaz, et ben vous écrirez l'équation barométrique et là vous ferez une erreur. Donc posez-vous toujours la question, j'écris une équation, est-ce que j'ai le droit de l'écrire? Quelles sont les hypothèses qui me permettent de l'écrire? Sachant qu'en statique des fluides, vous avez plusieurs relations qui dépendent de l'hypothèse de départ. Okay. Par contre, c'est pas la peine de repartir de l'équation locale et de réintégrer l'équation locale. Hein, l'équation barométrique, ça vous pouvez y aller directement. Donc voilà, première question, elle sert juste à établir le champ de pression, avec une pression qui est de plus en plus grande quand on descend dans le tube. Deuxième question, elle est plus technique, donc il faut trouver la résultante des forces de pression. Alors pour ça, avant de se lancer dans un gros calcul, d'écrire une intégrale sur la surface, on commence par essayer de faire un travail préliminaire. Le but de ce travail préliminaire, c'est, entre guillemets, de voir ce qui va se passer et de comprendre ce qu'il va falloir juste qu'on calcule. Donc première chose qu'on remarque, on a une symétrie. Donc ça se voit ici quand on prend la vue de dessus. Les flèches qui sont dessinées en bleu, c'est l'action de l'eau sur les parois du tube. Les flèches qui sont dessinées en espèce de rose bizarre là, c'est l'action de l'air sur les parois du tube, parce qu'il ne faut pas oublier que le tube il est aussi dans l'air. Donc là vous avez l'action sur les surfaces latérales, sur la figure qui est à gauche là, sur cette. Donc les petites flèches, si je reviens sur le schéma de départ, c'est ce qui se passe ici. Et qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous pouvez dire que par symétrie, cette petite flèche là, ici, va forcément être compensée de l'autre côté par une petite flèche exactement opposée. Et donc du coup, toutes les forces de pression, la résultante des forces de pression qui s'exercent sur les surfaces latérales, c'est très rapide à calculer, ça vaut 0. Ok. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer sur le tube, hein. Si vous prenez le tube et que vous le serrez très fort dans votre main, vous allez peut-être réussir à l'éclater, mais en termes de résultante des forces de pression, ça fait quand même 0. Et donc du coup, ce qui nous reste à calculer, c'est ce qui se passe sur la partie au fond, sur le demi-cercle qui est au fond, sur cette partie-là. C'est-à-dire tout ça, j'ai pas besoin de le calculer, ça je l'ai déjà fait, là et là. J'ai juste besoin de faire le demi-cercle qui est au fond. Et là, je remarque qu'il y a un axe de symétrie ici, comme ça. Et donc j'ai dessiné deux petites forces, une à gauche, une à droite, qui sont symétriques par rapport à cet axe. L'information que ça me donne, c'est que la résultante des forces de pression, qui est égale à la somme de toutes ces petites forces, bah, elle va être portée par le vecteur qui est dirigé par l'axe. Ok. Donc du coup, je vais pouvoir écrire, quand je vais calculer la résultante des forces de pression, je vais pouvoir écrire qu'elle est uniquement selon le vecteur EZ. Et je m'attends même à ce qu'elle soit selon moins le vecteur EZ. Et ça, je garde ça en tête pour voir ce que je vais calculer derrière. Ensuite, je vais calculer la petite force qui s'exerce sur une petite surface. Donc là, je me place ici, là, et je regarde qu'est-ce qu'il y a comme petite force. Il y a deux forces. Il y a la force de l'eau sur cette petite surface et la force de l'air sur cette petite surface. Ce que j'ai noté ici. P2Z fois dSER, c'est la force exercée par l'eau, c'est la force bleue. Et P de 0
En fait, P de 0, c'est P1 10 0, c'est pareil. Non, c'est P1 10 0 là, pardon. Parce que P de 0, c'est pas P de 0, c'est P1 10 0. P1 10 0 fois ds selon ER, c'est la force que l'air exerce sur la surface. Ok. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir poser le calcul de ce truc-là. Donc, je commence par faire quoi? Je commence par remplacer P de z par son expression de la question d'avant. Et je commence par remplacer ds par son expression. Donc là, c'est une demi-sphère. Donc, j'utilise les coordonnées sphériques. Et j'écris l'élément de surface des coordonnées sphériques. Donc ici, vous avez P de z moins P de 0. Ça, c'est P de z moins P de pression atmosphérique. Et ça, c'est le petit élément de surface en coordonnées sphériques. D'accord? Sachant que je me place à grand R fixé. Grand R, c'est le rayon du demi-disque. Je ne vais pas directement intégrer ça. Je vais directement. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais le projeter selon la verticale. Parce que je sais que par symétrique, la résultante des forces, elle est selon la verticale. Donc je prends cette expression et je la projette selon la verticale ascendante. Ça veut dire, je fais ça et je fais scalaire EZ. R cos θ, c'est pour où? Vous en êtes où là? Ah oui, là sur le ZA, dans la formule là, c'est ici en fait, quand je suis au point A, je vais peut-être faire mon dessin il est peut-être un peu petit, quand je suis au point A, je dois trouver la valeur de Z. D'accord? Donc la valeur de Z c'est ça. Et là j'ai un petit triangle rectangle que je suis en train de colorier un petit peu en noir là. Tac. Et donc le ZA c'est la valeur de ce point là ici. Ça va me servir parce que ça va me servir ici. Ok? Mais premier temps, je projette selon EZ. Donc je fais la force élémentaire scalaire EZ. Parce que j'ai commencé à écrire ici. Je regarde ce que ça fait ER scalaire EZ. ER scalaire EZ, pardon, ça fait moins cos θ. Et c'est tout parce que c'est des vecteurs unitaires. Donc là, il y a un moins qui apparaît. Ce moins là, il vient du produit scalaire. Et ce cos θ là, il vient du produit scalaire. Ça et ça vient de là. D'accord? Ce moins et ce cos θ. Tac. Dernière étape, je regarde dans ma formule qu'est-ce qu'il y a comme variable. Donc là, dans ma formule, ce que je vois comme grandeur qui varie quand on va se déplacer d'un point à un autre de la surface, c'est quoi? C'est l'angle qui est ici. Et c'est Z qui est ici. Parce que quand vous vous déplacez sur la surface, vous changez la profondeur. Et donc du coup, je vais réécrire l'intégrale en fonction d'une seule variable. Et ici, je choisis de la réécrire en fonction de θ. Donc je fais un changement de variable, qui est le changement qui revient à faire Z égale R cos θ, que je fais ici. Tac. Et après, si je veux la force, j'ai plus qu'à intégrer ça pour reconstruire toute la demi-sphère. Donc si je reconstruis toute la demi-sphère, donc ça c'est la demi-sphère, le défi le défi il est super important, parce que le défi va me servir à reconstruire. En fait, si je redessine la petite surface comme ça, là, le défi va me permettre de reconstituer ça. D'accord? Ce qu'il faut bien comprendre quand vous calculez l'intégrale de force de pression, c'est que vous devez refabriquer la petite surface. Donc pour refabriquer la grande surface, pardon. Pour refabriquer la grande surface, il faut que vous balayez toutes les petites surfaces. Donc si je veux construire la surface d'une sphère, je fais comment? Je prends un crayon comme ça, et je vais commencer par balayer de là jusqu'à là. Comme ça. Donc là, mon crayon, il s'est déplacé, il était au niveau de ce point-là. Et j'ai juste fait quoi? Je suis juste descendu ici. Et ensuite, si je redessine la chose en vue de dessus, donc en orange, c'était mon petit crayon. Donc pour le moment, mon petit crayon, il ne me permet pas de reconstruire une surface. Mais par contre, j'ai dessiné un quart d'arc de cercle, pardon. Et après, je vais me promener comme ça. Et je vais faire tout le tour. Ok? L'angle phi correspond à la profondeur du dessin du tube. Non, l'angle phi, c'est l'angle quand je suis en train de faire une rotation comme ça. L'angle θ, je fais une rotation comme ça, dans le plan de la feuille. L'angle phi, c'est une rotation autour de l'axe de révolution là. D'accord?
Hugo, c'est bon ou pas? C'est ça que vous appelez la profondeur du dessin? La profondeur, c'est au sens... on sort du plan de la feuille? Si c'est à ça que vous pensez, oui. Dans ce cas-là, ça marche. Ouais. Et donc, du coup, vous voyez que pour reconstruire la demi-sphère, bah, il faut commencer par dessiner ce petit arc de cercle, là, ce quart de cercle. Et après, il faut, à partir de ce quart de cercle, faire un tour complet. Vous pouvez essayer avec votre main, vous prenez un quart de cercle, et puis vous allez voir, et ben vous devez refaire un tour complet. Prenez votre bol de choc à pic du matin, vous dessinez un quart de cercle dessus, et vous regardez, et vous vérifiez qu'il faut bien faire un tour complet du bol pour avoir parcouru toute la surface. Traduction de ça en termes de qu'est-ce que je mets dans les bornes de l'intégrale. Ben, le quart de cercle qui est ici, c'est j'intègre θ lambda 0 à pi sur 2. Et je me promène ici en faisant tout le tour, c'est j'intègre de phi à lambda 0 jusqu'à 2pi. Je fais un tour complet. Et je me retrouve à calculer une intégrale double. Sauf que le travail préliminaire qu'on a fait avant, il fait que cette intégrale double, elle est scalaire, et elle est déjà écrite en fonction des bonnes variables, à savoir les variables angulaires ici. Donc du coup, après, la suite, c'est juste poser un calcul d'intégrale. Alors c'est un calcul qui est un peu pénible, que j'ai détaillé. Ça, c'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Là, c'est juste un calcul d'intégrale, donc ça, vous savez faire. L'idée de base, c'est vous sortez tout ce qui est constant devant, et puis après, vous essayez d'identifier des primitives que vous connaissez. Donc là, il y a deux primitives à trouver. Il y a la primitive de sin θ cos θ, que je vais réécrire avec une formule d'intégrale double. Et il y a cette d'intégrale de l'angle double, pardon. Et il y a cette primitive-là, ça c'est la primitive de cos cube θ, un préfacteur près. Donc vous posez votre calcul, vous le faites jusqu'au bout. Là, pour le coup, il ne faut pas réfléchir, il faut faire le calcul. Et vous arrivez à l'expression qui est là. Et après, une fois que vous avez trouvé cette expression-là, vous pouvez conclure sur la force. Il suffit de faire quoi? Il suffit de rajouter le vecteur de base. Parce qu'en fait, ça, on avait juste projeté. On l'avait fait ici. On avait projeté sur EZ. Mais moi, comme je sais que la force, elle est portée par EZ, bah ici, j'ai plus qu'à rajouter le vecteur EZ. Ok? Ça, c'est la stratégie de calcul d'une intégrale de force de pression. Ici, c'est sur une demi-sphère. Après, normalement, après, vous transposez aux autres surfaces. On pouvait projeter selon ER, selon EX et EY, et après faire scalaire EZ. Voilà. Non, vous ne pouvez pas projeter selon EX et EY, là, parce que EX et EY, c'est en coordonnées cartésiennes. Et là, le problème, c'est que si vous faites quand vous tournez selon EφI, vous ne pouvez pas en même temps faire tourner EX et EY. EX et EY sont des vecteurs fixes. Si je dessine un jeu de coordonnées cartésiennes, j'aurais mis 3 vecteurs de base comme ça. D'accord? Donc le choix de la projection, je commence par identifier la base de projection qui va bien, et ici c'est une base de sphérique. Voilà, si vous arrivez à refaire cet exercice-là sans aide, en posant proprement le calcul et en le découpant bien étape par étape, vous arrivez à faire le calcul qui est entre guillemets le plus difficile du chapitre. D'accord? Alors après, c'est transposable à tout un tas d'autres situations, mais le calcul en tant que tel, c'est le calcul le plus technique du chapitre. L'exercice d'après, pour le moment, je ne le corrige pas parce que je ferai le gradient un peu plus tard. Donc ça, je le laisse en plan, mais j'oublierai pas de le faire. Du coup, on fera ça un petit peu plus tard quand vous serez un peu plus fatigué, parce que là, c'est pas trop le moment. Est-ce que c'est bon pour ça? Je pars du principe que oui. Oui, c'est bon. Là, il y a M. Aquin qui est arrivé, du coup, je vais vous barrer des absents, parce que sinon, ça va pas aller. Hop. Alors, deuxième petite correction, le chapitre d'intro au monde quantique. On va passer là, du coup. Pourquoi il marche pas là? Hop. Et hop. Du coup, le 8, j'ai pas encore fait le bout de cours qui va avec. Donc, on peut s'en sortir sans faire le bout de cours, mais je préfère vous le laisser entre guillemets en plan pour le faire quand j'aurai fait le bout de cours. D'accord? Parce que c'est un exercice qui se résout en utilisant l'opérateur gradient, et l'opérateur gradient, je ferai un petit topo à part dessus. Alors, TD22. Donc TD22, TD pas très difficile, si on s'y prend bien, il faut juste
pas trop s'affoler quand on voit ce mot-là. D'accord? En fait, ce mot-là, pour vous, il faut vous dire, en gros, quand vous voyez ça, c'est que ça ne va pas être trop compliqué. L'exercice 1, je le laisse de côté, je vous ai demandé de le déposer sur le Classroom, donc n'hésitez pas à le faire. Il y en a qui l'ont déjà fait, que j'ai pu corriger certains. C'est un exercice relativement facile, hein. D'accord? Il n'y a presque pas de piège. L'exercice 2, ah oui, exercice 2, ça on va le faire ensemble. Alors, exercice 2, diffraction de Bragg. Donc vous considérez un cristal dans lequel vous allez reconstruire un cristal à 3 dimensions avec ce qu'on appelle des plans réticulaires. Donc les plans réticulaires, c'est je dessine des plans successifs et les atomes, ils sont compris dans ces plans. Donc c'est ce qui est représenté en dessous là. D là, c'est la distance entre deux plans réticulaires successifs. Ici là. On va attaquer ce cristal avec un faisceau monochromatique d'électrons. Alors qu'est-ce que ça veut dire un faisceau monochromatique d'électrons? Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule longueur d'onde. Donc une seule longueur d'onde, c'est un électron. Vous avez dit c'est quoi la longueur d'onde d'un électron? C'est la longueur de De Broglie. D'accord? Si la longueur d'onde de De Broglie est fixée, ça veut dire, si vous revenez à la définition de la longueur de De Broglie, lambda égale h sur p, ça veut dire que p, la quantité de mouvement est fixée. Si la quantité de mouvement est fixée, ça veut dire que la vitesse est fixée. Donc qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez sélectionné avec un canon à électrons un faisceau à vitesse donnée d'électrons. Facile à faire, techniquement très facile à faire. Hein. D'accord? Et vous allez caler la vitesse de ce faisceau d'électrons. Le but, c'est qu'on cale la vitesse de façon à pouvoir faire des expériences de diffraction. Qu'est-ce qu'on va observer? On va observer la partie en réflexion. Donc, en mécanique classique, on dirait qu'il y a l'électron qui arrive, il tape sur le cristal et il repart. Ça, c'est en mécanique classique. D'accord? En physique des ondes, on dirait qu'il y a un front d'onde qui arrive et qui est réfléchi et qui donne un autre front d'onde qui repart comme ça. Ça, c'est ce qu'on avait fait quand on avait fait, par exemple, les lois de Descartes pour la réfraction. On avait raisonné en termes de front d'onde. Okay? Et ce qu'on fait, c'est qu'on regarde dans quelle direction est-ce qu'on va avoir un signal significatif. Et hop, on vous dit que ça se fait pour les directions telles que 2d sin θ égale n lambda de De Broglie. Et il faut établir la relation en exprimant la différence de phase entre les ondes diffusées par les atomes de deux plans réticulaires successifs. Donc en fait, cet exercice-là, cette question-là, pour la traiter, il faut oublier l'électron en termes de particules et il faut juste raisonner en termes d'ondes. Donc comment on va faire ça? Eh ben, on va faire ce qu'on a fait quand on avait fait le cours de physique des interférences. On va juste comparer les chemins parcourus par chacun des deux électrons. Donc le premier électron il suit le chemin vert, que je dessine là. Hop, hop. Le deuxième électron il suit le chemin rouge. Ce chemin-là, ce chemin-là. Le deuxième électron, il parcourt donc cette distance-là en plus, la distance que je suis en train de hachurer là. D'accord? Cette distance-là parcourue en plus, ça se traduit par un déphasage supplémentaire de l'électron rouge par rapport à l'électron vert. Et ce déphasage, il suffit juste de faire un peu de géométrie. Donc si vous faites un peu de géométrie, vous avez D qui est ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette distance-là, ici, là. Tac. Là, il y a un joli angle droit. Et l'angle θ, vous le retrouvez ici. Donc, cette distance-là, c'est d sin θ. Et vous la comptez deux fois, parce qu'il y a avant-après. D'accord? S'il y a une différence de marche de 2d sin θ, alors le déphasage, c'est 2π fois 2d sin θ sur lambda. Ça, c'est le déphasage entre les deux ondes. C'est 2π fois la différence de marche sur lambda. Okay? Ça, j'ai le droit de l'écrire parce que quand je suis sur un front d'onde au départ, ici, là, les deux électrons, celui-là et celui-là, ils sont en phase. D'accord? Alors du coup, la condition de Bragg, c'est quoi? C'est la condition d'interférence constructive. Donc j'écris delta phi égale 2nπ avec n dans z. Et j'en déduis bien la relation qui est proposée. Je peux faire le parallèle avec ce qu'on avait fait en optique.
Là, on a dessiné juste 2 plans réticulaires, mais en fait, des plans, il y en a beaucoup plus. Il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a des millions. Ce qui fait que vous allez avoir des interférences constructives que, justement, pour les directions qui valident la relation de Bragg, qui vont faire interférence constructive entre ce faisceau-là, celui-là, 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 etc., etc. 5, 6, etc. Exactement comme on avait vu pour le réseau. Si je suis dans la condition d'interférence constructive entre 2 plans, entre le premier et le deuxième, j'y suis aussi entre le deuxième et le troisième, entre le troisième et le quatrième, etc. jusqu'au bout de mon cristal. Et donc du coup, je cumule les interférences constructives. Par contre, dès que je ne suis pas en interférence constructive, et bah du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai forcément un endroit dans le réseau où il y a une interférence destructive et du coup, j'ai plus de signal. Thibaut, oui, je mettrai la correction du TD21 sur le drive. Alors peut-être pas à la fin du cours direct, mais dans la journée, oui. Ok. Ouais, j'y pense. Donc ça, c'est la même chose que ce qu'on avait dit quand on avait fait la formule des réseaux en TP d'optique. Donc vous pouvez ressortir votre TP d'optique sur la formule des réseaux. Et vous verrez, on a déjà dit ça. Alors une fois qu'on a ça, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure l'angle θ. Donc on mesure ça. Et on essaye de voir si ça, enfin, si on peut retrouver la distance entre 2 plans. Donc on commence avec des électrons d'énergie 100 kV. On vous demande de trouver l'angle θ, sachant qu'on vous donne la distance, puis on va voir si c'est d'accord expérimentalement. Si c'est constructif entre A et C, attendez, parce que j'ai fait trop de dessins. Est-ce que c'est aussi vérifié entre A et B? Alors c'est pas les mêmes. Oui, normalement oui, sauf qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que les 2 rayons là suivent. Alors attendez, je vais mettre une autre couleur. Tac. Ces 2 rayons là, quand vous les récupérez, ils ont parcouru exactement la même distance en fait. Si vous calculez la distance pour aller cette distance là, c'est la même que celle-là. D'accord? Donc par réflexion, là, il n'y a pas de problème quand vous vous décalez spatialement de la gauche vers la droite. Le seul risque, enfin le seul déphasage possible, c'est quand vous vous enfoncez dans le cristal. D'accord? Donc du coup, électron de 100 kV, on vous demande de trouver l'angle θ. Donc trouver l'angle θ, ça veut dire, on va appliquer ça. On va l'appliquer pour n égale 1, et on va l'appliquer, du coup, il faut qu'on trouve lambda de Broglie. Donc en fait, le but de la question, c'est trouver lambda de Broglie. Donc pour ça, on commence par faire une hypothèse, et on vous dit 100 kV, on va faire une hypothèse la plus simple possible, on va dire les électrons, ils sont non relativistes. Dans ce cas-là, pour trouver la longueur d'onde de De Broglie, je commence par caractériser ce que je connais. Ce que je connais, c'est leur énergie cinétique. J'écris ici l'énergie cinétique en fonction de la quantité de mouvement. Et après, je remplace la quantité de mouvement par son expression. Donc c'est P égale lambda, H sur lambda. Pardon. J'injecte dans l'énergie et j'isole la longueur d'onde de De Broglie. D'accord? J'en déduis sinus θ. Et après, je peux faire l'application numérique. Attention, remarque, quand vous faites l'application numérique, ici, il faut convertir ça en joules. Donc 100 kV, c'est 100, 10 puissance 3, parce que c'est kilos, et fois 1,6 10-19 joules. C'est ça l'énergie de chaque électron un par un. C'est ce qu'il faut prendre quand vous faites l'application numérique. Vous faites ce calcul, ça vous donne 23 minutes 48 secondes. Expérimentalement, on mesure à peu près 23 minutes. Et on vous dit, alors on vous met sur la piste, on vous dit pour expliquer les cas, on prend en compte le caractère relativiste, et on vous donne l'expression de l'énergie, de la quantité de mouvement. Et on vous demande si on retrouve le résultat expérimental. Alors il y a une petite faute de frappe là, parce que là c'est l'énergie totale. Donc alors j'aurais peut-être dû mettre directement. L'énergie totale, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie de masse. Donc là, l'énergie cinétique, c'est gamma moins 1 mc carré. Ça, on l'avait vu.
On l'avait vu dans l'activité sur la relativité. On peut prendre. Non, on prend le premier pic. D'accord. Ça, on vous le dit parce qu'on vous dit c'est la réflexion, hop, ici, du premier ordre. Donc le premier ordre, c'est n égale 1. C'est les ordres comme on avait vu dans la spectroscopie à réseau. Ok. Et en l'occurrence, le premier ordre, ça correspond à l'angle le plus petit. Donc du coup, énergie totale gamma mc2, énergie cinétique gamma moins 1 mc2. Alors là, c'est le même raisonnement, sauf que c'est un peu plus technique. Je commence par exprimer l'énergie. De l'énergie, je vais trouver la vitesse. De la vitesse, je vais trouver la quantité de mouvement. Et de la quantité de mouvement, je vais trouver l'angle. Alors, pourquoi on prend en compte que EC dans E total ? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait les 100 kV, c'est l'apport d'énergie que j'ai fait en termes d'énergie cinétique. D'accord ? C'est ça que je suis capable d'apporter. L'énergie de masse, elle est déjà présente. Donc c'est pour ça que je retranche l'énergie de masse. Votre électron, au départ, il est immobile. Je le mets en mouvement, je lui apporte une énergie cinétique. Et c'est ça les 100 kV. Ok ? Mais j'ai pas modifié l'énergie de masse au départ. C'est bon Hugo ou pas ? Bon, pour faire simple, j'aurais dû vous mettre directement l'énergie cinétique dans le formulaire, ça aurait été plus facile. Ça, c'est l'énergie cinétique d'ailleurs. Tac. Alors, donc, du coup, ça se fait en deux temps. Premier temps, je vais mettre des C partout là. Premier temps, j'isole le coefficient gamma, parce que le gamma, il dépend aussi de la vitesse, c'est écrit là. Ouais, Mathieu, la question 3, c'est la même que la 2 dans le cadre relativiste, exactement. C'est pour vous montrer que dans un même exercice, vous pouvez vous retrouver à faire de la physique classique, de la physique quantique et de la relativité. D'accord ? Et ça va arriver parce que les électrons, ils sont assez souvent relativistes. Donc gamma, il dépend aussi de V. Donc si je veux trouver la quantité de mouvement, il faut que je connaisse et gamma et V, parce que P, c'est gamma mv. Comment je vais retrouver gamma ? Je vais le trouver via l'énergie. Donc c'est ce que j'ai posé ici. Parce que l'énergie, je la connais numériquement. Donc du coup, là, je peux obtenir la valeur numérique de gamma. Donc là, gamma, c'est bon, je l'ai trouvé. Ok ? Si je connais la valeur numérique de gamma, je peux trouver la valeur numérique de V. Ce que je fais en isolant V dans l'expression du facteur de Lorentz. Donc j'isole V, j'obtiens ça. Donc là, V, il est connu. Et du coup, je peux calculer P, qui est gamma mv. D'accord ? Alors, j'ai même pas écrit l'expression... la P, c'est gamma mv. Là, je trouve gamma. Ici, là. Là, je trouve V. Là, je trouve P. Alors, je pourrais écrire l'expression générale. Hein. Ça fait une expression à rallonge que j'ai pas envie d'écrire parce que ça sert pas beaucoup, là. Donc là, comment j'ai fait pour calculer P ? J'ai fait les calculs intermédiaires. D'abord, je calcule gamma, puis je calcule V, puis je calcule P. Je fais les calculs numériques intermédiaires. Et ensuite, la suite de l'exercice, c'est la même. Je réapplique la même formule, qui était la formule qui était là. Celle-là. Et je refais l'application numérique. Oui, monsieur Aquin, ça c'est une formule qu'on a établie quand je vous ai fait faire l'étude des limites relativistes. D'accord ? C'est l'expression de la quantité de mouvement d'une particule relativiste. Pourquoi on met les angles en minutes d'arc ? Ça c'est juste pour voir c'est l'unité standard des angles, hein, degrés, minutes, secondes. Et ça vous permet comme quand vous regardez votre montre, quoi. D'accord ? Étienne, la formule de P relativiste, normalement elle n'est pas à connaître, normalement elle est fournie, c'est pour ça que dans l'exercice j'ai mis un petit formulaire là. D'accord ? Donc normalement elle n'est pas à mémoriser. Et bien alors du coup, si on finit ça, on arrive à 22 minutes 43, on se rapproche un petit peu plus de la valeur expérimentale. D'accord ? Donc le petit écart, alors c'est pas grand chose, hein, c'est une minute d'arc, et ce petit écart, c'est lié à une correction relativiste. Ok ? Voilà, cet exercice-là, il est assez standard dans le sens où il vous montre que d'abord,
je calcule la quantité de mouvement, j'en déduis la longueur d'onde de De Broglie et je me sers de ça. C'est la même chose à l'exercice d'après, l'exercice 3. Donc là, je vais aller un peu plus vite. Donc l'exercice 3, on vous donne un certain nombre de formules. On vous dit pour une particule, donc on vous donne l'expression de l'énergie en fonction de la quantité de mouvement et de la masse directement, E2 égale P2C2 plus M2C4. Et on vous demande d'établir l'ordre de grandeur du plus petit détail observable en optique photonique, en optique électronique, donc l'optique avec des électrons, et quand on fait des collisions de hautes énergies. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre cet exercice? C'est un exercice d'ordre de grandeur. Donc on va dire que le plus petit détail observable, c'est quand on est juste à la limite de l'inégalité de Heisenberg. Quand on est à la limite de l'inégalité de Heisenberg, en ordre de grandeur, l'indétermination sur x fois l'indétermination sur px, c'est de l'ordre de h bar. Et l'indétermination sur px, pour avoir le plus petit détail sur x, je vais prendre la plus grande possible sur px. Donc c'est ce qu'on a fait dans le cours d'hier. Je vais prendre le cas où delta px égale à peu près égal à px. C'est ce qu'on avait vu avec la diffraction par une fente. Et du coup, l'ordre de grandeur qu'il faut que je calcule, c'est delta x égale h bar sur p. Alors à un préfacteur près, vous reconnaissez quoi là-dedans? Vous reconnaissez la longueur d'onde de De Broglie. D'accord? Donc ça, on aurait même pu s'y attendre directement si on avait fait que de la physique des ondes. Quand vous faites de l'optique, vous êtes limité en résolution, par exemple avec un appareil photo, par la diffraction. Et si la taille de votre structure diffractante est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, en gros la diffraction elle éclate complètement le faisceau lumineux et vous voyez et vous ne voyez plus. Enfin, et ça comment dire, vous ne pouvez plus voir la petite structure diffractante derrière. Ok? Donc le plus petit détail, c'est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, et ici la longueur d'onde, c'est la longueur d'onde de De Broglie. Donc l'exercice 3, le but c'est juste d'établir un ordre de grandeur de la longueur d'onde de De Broglie dans 3 cas. Alors pour le premier cas, c'est un photon, donc dans un photon, ce terme-là disparaît, la masse c'est 0, donc vous retrouvez E égale PC, c'est la relation de Planck-Einstein. Pour le deuxième cas, c'est un électron non relativiste. Donc sur un électron non relativiste, c'est même pas la peine de partir de cette formule-là, mais vous pouvez revenir à la question 2 de l'exercice d'avant. Donc vous pouvez exprimer P en fonction de l'énergie. Et pour le troisième cas, c'est un proton relativiste. Donc cette fois-ci, il faut se farcir le calcul. Donc soit vous partez de P égale gamma mv, comme on a fait avant, soit vous isolez P là-dedans. D'accord? Vous isolez P dans l'expression de tube. Qu'est-ce que ça donne numériquement? Ce que ça donne numériquement, c'est pour un photon, le plus petit détail, c'est de l'ordre du nanomètre. C'est ce qu'on attendait. Hein. Pour un électron, on descend en dessous, donc on est à l'ordre du picomètre. Donc c'est l'intérêt de la microscopie électronique, c'est que ça vous permet de faire des expériences avec des détails plus fins. Et au niveau du LHC avec des collisions à 7 téraélectronvolts, le plus petit détail, c'est 10-5 picomètres. Donc 10-5 picomètres, on est largement en dessous du noyau. Le noyau, c'est 10-3 picomètres, c'est 1 femtomètre. D'accord? Donc on est à des structures qui sont beaucoup plus petites que le noyau. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des collisions de hautes énergies. Plus vous augmentez l'énergie, plus vous allez pouvoir sonder des détails fins, des détails petits. Voilà, ça c'est juste pour avoir quelques ordres de grandeur sur les hautes énergies. L'exercice 4, il est à faire dans la feuille, à déposer sur le Classroom, donc je le passe. Et il reste le 5 sur la couleur de la carotte. Alors, dans cet exercice-là, on va résoudre l'équation de Schrödinger. Donc je vous ai dit quand j'ai fait le cours que l'équation n'était pas au programme. Donc l'équation en tant que telle n'est pas à mémoriser, mais par contre, si on vous la fournit, vous devez être capable de la résoudre, parce que vous savez résoudre une équation différentielle. Alors on va regarder une molécule particulière. Donc c'est le bêta-carotène. Dans le bêta-carotène, vous voyez, donc ça c'est la représentation
que vous avez appris à faire en chimie. Moi, ce qui m'intéresse dans cette représentation, c'est le fait qu'il y a des successions, liaisons simples, liaisons doubles, comme ça un peu partout. D'accord? En chimie, vous avez dû apprendre à faire... Hugo, oui, c'est normal que les dérivés... Alors, j'y reviendrai juste après. Je finis mon explication là, que je réponds à votre question juste derrière. D'accord? Donc, en chimie, vous avez dû apprendre à faire ça, là. Donc, je dessine des petites flèches comme ça. Et je fais les formules mésomères. Non, ça c'est une liaison simple. Tac. Alors, après, il y a des charges. Hein. Tac. Vous avez peut-être fait ça sur cette molécule-là, qui est assez particulière. Le benzène. Ok. Et vous vous rappelez peut-être que le benzène, en fait, on ne le dessine pas vraiment comme ça, mais on le dessine plutôt comme ça. Ça vous parle, ça? Donc, ouais, ok. Donc, en fait, ce qui se passe quand vous représentez des successions liaisons simples, liaisons doubles, vous faites une description, qui est une description où vous dites, si je dessine une liaison double, là, c'est je dis qu'il y a un électron qui est là-dedans. Deux électrons. Qui correspondent à la liaison double. Ok. Sauf que cet électron qui est là-dedans, il peut aussi bien être ici. Et donc, on va, en fait, l'électron, il n'est pas soit là, soit là, soit là, il est délocalisé partout ici. D'accord? Donc, la traduction de cette succession comme ça, liaison simple, liaison double, c'est j'ai toute une région de l'espace qui va à peu près de là jusqu'à là. Et dans cette région-là, j'ai des électrons délocalisés. Et ces électrons, ils sont contraints de par la liaison covalente à rester spatialement dans cette région-là. Ça correspond à un puits de potentiel infini compris entre ce point-là et ce point-là. Ça correspond aux deux chaînes, enfin aux deux chaînes carbonnées fermées à gauche à droite. Là. Ok? Donc c'est pour ça qu'on va caractériser un électron là-dedans comme un électron qui est astreint à se déplacer dans un puits de potentiel. Ok? Alors du coup, la fonction d'onde qui décrit l'électron est solution de l'équation de Schrödinger stationnaire. Et donc pour répondre à la question de Hugo, pourquoi est-ce que c'est plus des dérivées partielles mais des dérivées droites, la fonction d'onde elle devrait dépendre de 4 variables, x, y, z et le temps. Quand je fais le cas stationnaire, c'est que je me limite à la partie justement qui n'est plus la partie oscillante. C'est un petit peu comme dans les ondes stationnaires. D'accord? Donc c'est... Ou alors c'est... Dans la résolution, c'est ce qui va se passer aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand on avait fait le passage en notation complexe dans une résonance, on avait du exponentiel i oméga t qui traînait de partout et on simplifiait. Mais là c'est pareil. Il y a des variables pour les ondes. Deux variables. Alors attention, c'est pas une onde stationnaire. Enfin, je suis pas en train de résoudre l'onde stationnaire là. L'onde stationnaire, c'est une superposition d'ondes qui vont dans deux directions opposées. Ok? Où là, il y a découplage spatio-temporel. C'est ça la conclusion de l'onde stationnaire. D'accord? Et la partie temporelle, en fait, je ne la résous pas. C'est-à-dire la vraie fonction d'onde, le psi, ça serait grand psi de x fois exponentielle i oméga t. Où oméga c'est le. Ou i pardon, c'est i carré égale moins 20. D'accord? Ça c'est la vraie fonction d'onde, c'est celle dont on a parlé hier. Et donc nous on résout que cette partie-là. Et si on fait le calcul de cette partie-là, si on injecte ça dans l'équation de Schrödinger, et bien ce qui va se passer, c'est que tous les termes en exponentielle i oméga t ils vont sauter. D'accord? Dans le cas stationnaire. Et on va arriver à cette équation-là. Alors si vous ne me croyez pas, vous prenez la fin du poly, le complément que j'ai mis à la fin du poly de cours, et ça détaille un petit peu ce calcul-là. Ok? Alors, donc une fois qu'on a ça, on va essayer de caractériser la fonction d'onde. Donc pour ça, on vous demande de justifier qu'elle est nulle en dehors de l'intervalle 0L. 0 c'est à gauche, L c'est à droite. Là, le raisonnement il est très simple, il suffit de dire... Je sais que l'électron il est dans cet intervalle là
Dit autrement, je sais qu'il n'est pas à gauche ou à droite. Et à partir du moment où j'ai dit ça, si je sais que l'électron n'est pas à un endroit, je sais que sa densité de probabilité de présence vaut 0. D'accord? Donc c'est ce que j'ai commencé à écrire là. Donc module de psi de x au carré, c'est nul en dehors de l'intervalle 0L. Alors d'ailleurs, psi c'est même pas un nombre complexe là dans ce cas-là, donc peu importe. Donc si le module il vaut 0, et ben, le nombre il vaut 0. Ok? Et ensuite la fonction d'onde c'est une grandeur qui est continue. Alors ça c'est un résultat que vous devez admettre. Donc c'est une grandeur qui est continue, donc ce résultat-là me dira aussi que psi de 0 et psi de L valent 0. Ok? Ensuite, on vous demande de montrer que la solution de l'équation se met sous la forme qui est celle-là. Bon, bah du coup, on va résoudre l'équation. Pour résoudre l'équation, je la réécris un petit peu différemment. Non, dans la 1, on ne détermine pas psi. On dit juste qu'elle est nulle en dehors de l'endroit où il y a les liaisons délocalisées. D'accord? Donc du coup, je réécris l'équation un petit peu différemment. Je pose grand K carré égale 8 pi carré ME sur H carré. Et dans ce cas-là, je retrouve une équation qui est ici, une équation que vous savez résoudre. Alors attention, vous ne faites pas avoir, hein. C'est pas un oscillateur harmonique, parce que la variable c'est x, mais c'est une équation qui se résout comme l'oscillateur harmonique. Donc sa solution c'est a sinus kx plus b cos kx. Et ensuite j'utilise quoi pour trouver a et b? J'utilise les conditions limites. Alors je ne vais même pas trouver les deux. Donc je commence par dire qu'en 0 la fonction est nulle, donc ça m'élimine le terme b. Et en L, la fonction d'onde est aussi nulle. Donc ça impose cette condition-là, sinus KL égale 0. Et ça, sinus KL égale 0, ça doit vous rappeler ce qu'on avait fait quand on avait fait la corde de Mel. Il n'y a pas un 6 où c'est un 6? Un moins Non, parce que là, il y avait un moins ici. Et j'ai passé ça de l'autre côté. D'accord? Hugo, c'est bon ou quoi? Ok, et Alexis, pour vous répondre, en fait, justement, le but de cet exercice, c'est de vous montrer, si vous dites c'est une onde stationnaire, je pose directement l'expression, vous faites l'analogie que j'ai fait dans le cours, c'est-à-dire, vous faites ce qu'on attend du programme. Là, dans cet exercice-là, je résous explicitement le problème en partant de l'équation maîtresse de ce problème, qui est l'équation de Schrödinger, et je vais arriver au même résultat. D'accord? Et donc, le but de cet exercice, c'était que vous fassiez la résolution. Mais sinon, oui, vous pouviez, si vous avez directement expliqué pourquoi sinus KL valait 0, vous allez obtenir la même chose à la fin. D'accord? En termes d'esprit du programme, cet exercice-là, il est plus dans l'esprit du programme de SPE. C'est-à-dire, je pars de l'équation de Schrödinger, je la résous, et j'obtiens le résultat. Pourquoi je vous le fais faire maintenant? Parce que je trouve que le programme de SUP, il est beaucoup trop descriptif sur ces questions-là. C'est juste un peu on fait une espèce de cuisine. Et si vous faites juste une espèce de cuisine, les analogies, ça marche bien si vous avez une bonne maîtrise du cadre qui est derrière. Sinon, vous pouvez faire n'importe quoi avec des analogies. Là, on est quand même en train de faire l'analogie entre une corde qui vibre, fixée à ses deux bouts, avec une onde de densité de probabilité de présence d'un électron délocalisé dans une molécule. L'analogie, elle n'est pas non plus hyper directe. D'accord? Donc c'est bien aussi de voir que vous pouvez résoudre l'équation et de voir que techniquement c'est faisable. Une fois que j'arrive à sinus KL égale 0, et bien en fait la suite c'est fini, parce que là je retombe sur des choses qu'on a déjà vues. Donc je veux que la fonction d'onde soit non nulle. Donc si la fonction nulle est non nulle, sinus KL vaut 0 quand même, je résous ça et je trouve que KL c'est npi avec n dans n étoiles. D'accord? Je réinjecte dans l'expression et j'obtiens bien que psi c'est a sinus n pi x sur n. Et j'ai trouvé la fonction d'onde. Et je ne cherche pas à trouver la constante a. Alors pour trouver la constante a, je vous montre quand même comment on fait. Donc si vous deviez aller au bout du problème là, il faudrait calculer ça. Donc je calcule l'intégrale de psi carré entre, ça c'est un grand M. C'est égal à combien ça?
l'intégrale entre 0 et grand L de module de psi carré fois dx. Ouais, c'est égal à 1, exactement. Pourquoi c'est égal à 1? Alors Romain, la constante A, elle est non nulle, parce que si vous prenez une constante A nulle, ça veut dire que votre fonction d'onde est nulle, partout. Si la fonction d'onde est nulle partout, ça veut dire qu'il n'y a pas d'électron. D'accord? Parce que à partir du moment où il y a un électron dans le problème, vous avez une probabilité non nulle de le trouver quelque part. Donc c'est pour ça que grand A est non nul. Et ensuite, pourquoi est-ce que l'intégrale vaut 1? Parce que là, j'ai sommé les densités de probabilité de présence de l'électron sur tous les endroits où il pouvait se trouver. Donc ça s'appelle la condition de normalisation de la fonction d'onde. Et cette condition-là va vous permettre de trouver l'expression de la constante qui est devant. Donc là, on peut même aller encore plus loin. Si je refais le lien avec la corde de Meld, dans la corde de Meld, le A, on ne le trouvait jamais. On ne pouvait pas le trouver. D'accord? Ça restait une inconnue. Là, je peux le trouver, je peux vraiment aller jusqu'au bout du raisonnement et écrire complètement la fonction. Mais pour la suite de l'exercice, j'ai pas besoin de ça. Donc c'est pour ça que je vous ai pas demandé de le faire dans cette question-là. Et ça, il faut quand même que vous l'ayez vu une fois, c'est la condition de normalisation de la fonction d'onde. Donc du coup, après, question 3. Pourquoi ça fait 1? Parce que quelle est la probabilité de trouver un électron si vous disposez de tout l'espace disponible? Bah, la probabilité, c'est 1. Vous êtes sûr, le point de départ, c'est je mets un électron dans l'espace. Quelle est la probabilité de le trouver si je cherche dans tout l'espace? Je suis sûr de le trouver. D'accord? Ça s'appelle la condition de normalisation de la fonction d'onde. Et là, on a A. Ouais. Vous pouvez faire le calcul. Hein. Non, l'intégrale, elle va de 0 à grand L. Alors, attendez, je vais faire un petit... En fait, l'intégrale, elle va de moins l'infini à plus l'infini. D'accord? Mais de moins l'infini à 0 et de grand L à plus l'infini, ça fait 0. Ok? Et non, A, il vaut pas 1. Pourquoi est-ce qu'il vaudrait 1? Il faut que vous intégriez sinus carré de npx sur L entre 0 et L. Je vais vous le poser, le calcul. On va prendre un petit tableau. Tac. Tac. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un tableau comme ça. Donc on avait psi de x qui valait A sinus n pi x sur grand L, ça c'était psi, et on a 1 qui est égal à l'intégrale de 0 à grand L, donc de psi de x au carré, donc ça fait a carré, sinus carré de n pi x sur grand L dx. D'accord? Et bien A, c'est égal à 1, c'est un 1, sur racine carrée de intégrale de 0 à grand L de sinus carré n pi x sur grand L dx. Après, vous avez juste à calculer l'intégrale d'un sinus carré. D'accord? Ça vous donne la valeur de A. C'est bon? Alors du coup, on va revenir à l'exercice en tant que tel, parce que ça, c'était pas dans l'exercice. C'est là, hop. Donc du coup, question d'après, il faut trouver les niveaux d'énergie. Donc pour trouver les niveaux d'énergie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les deux expressions qu'on a de K. On a celle-là, qu'on avait introduite quand on a résolu l'équation, et on a celle-là. D'accord? On égale juste les deux expressions, sachant que dans la première, il y a l'énergie qui apparaît. Donc c'est ce que j'ai fait en dessous.
J'ai calculé K carré de deux façons. Et j'ai isolé E, qui est ici. Et j'obtiens cette expression-là. D'accord? Et vous retrouvez quoi? Si vous reprenez votre cours, vous allez retrouver l'expression qu'on avait obtenue dans le cours à partir de l'analogie avec la corde de Mel. Ensuite, la suite, c'est juste faire quelques applications numériques. Alors, il faut calculer les niveaux E11 et E12. Si vous faites les applications numériques en électronvolts, vous trouvez ça. Et du coup, l'énergie du photon qui est absorbée quand donc vos niveaux ils sont comme ça. Hein. Alors, ils sont de plus en plus espacés. Imaginez qu'ici il y ait E11 et ici il y ait E12. Ça, c'est les niveaux énergétiques. Le photon absorbé, il va falloir que je fasse la différence entre E12 et E11. Et quand je fais cette différence-là, eh ben, j'obtiens 2,6 électronvolts. D'accord? Ce 2,6 électronvolts, je le traduis en termes de longueur d'onde en écrivant, donc j'écris E égale H nu, et ça fait H, C sur lambda. Ça c'est un H, ça c'est un C, ça c'est un lambda. Et j'isole lambda, ce que j'ai fait là. D'accord? Ça fait 480 nanomètres. Et avec ça, on peut expliquer la couleur orangée des organismes qui contiennent du bêta-carotène. Parce qu'en fait, ce photon il est absorbé. Donc du coup, vous allez voir quoi? Vous allez voir la couleur qui est complémentaire de cette couleur-là. Voilà, donc la conclusion de cet exercice, c'est que la couleur rouge de la carotte, c'est lié à un effet qui est un effet quantique. Et ça, c'est assez joli. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou c'est bon? Ok, donc ce qu'il faut vous retenir de ce TD, c'est... Enfin, les exercices clés de ce TD, c'est celui-là, celui qu'on vient de faire là, et celui-là. Celui sur la diffraction de Bragg, le 2. C'est les deux exercices dans lesquels on voit les méthodes clés en fait. Première méthode clé, j'utilise la longueur d'onde de De Broglie. Deuxième méthode clé, je résous l'équation de Schrödinger. Et vous voyez que techniquement, en fait, c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est pas non plus très très difficile. Donc c'est pour ça que dans ce chapitre, il y a beaucoup d'infos, mais au final, l'utilisation de ces infos, c'est pas hyper compliqué normalement. Et ça vous permet de vérifier que vous avez digéré le cours de physique des ondes au passage. C'est une bonne révision du cours de physique des ondes. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va commencer le premier principe de la thermo. Allez, on est parti là-dessus. Hop. C'est où? C'est là. Tac, tac. Donc le poly du chapitre 23, je l'ai mis déjà sur le drive de la classe. C'est un gros chapitre, le poly fait 35 pages. Et dans l'ordre des chapitres, c'est un chapitre qui est un chapitre clé. C'est-à-dire, en gros, à la fin de ce chapitre, on pourra commencer à faire des choses rigolotes en thermo. D'accord? Alors jusqu'ici, si je fais le point de ce que vous savez faire en thermo, vous savez me décrire un système avec ses variables d'état via son équation d'état. Exemple, votre système c'est un gaz parfait, vous savez écrire l'équation d'état des gaz parfaits, PV égale nRT. D'accord? Ça c'est la première chose que vous savez faire. Deuxième chose que vous savez faire, vous savez m'écrire l'énergie interne d'un système pour les cas modèles qui m'intéressent. Exemple, mon système c'est un gaz parfait, son énergie interne, je vais l'écrire du égale CVdt, où CV c'est la capacité thermique à volume constant. Ça c'est les deux choses sur lesquelles on a travaillé. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que le système, on va le caractériser à partir d'un état d'équilibre. Enfin, vous savez aussi déjà ce que c'est qu'un état d'équilibre thermodynamique. Mais maintenant on va le transformer. Et on va voir les conséquences énergétiques d'une transformation d'un système. Donc le système, il va passer d'un état d'équilibre à un autre état d'équilibre. Et on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Alors pour ça, il faut qu'on commence par caractériser une transformation. Donc une transformation, c'est je passe d'un état d'équilibre thermodynamique à un état d'équilibre thermodynamique. Le premier, c'est l'état initial, le deuxième, c'est l'état final. D'accord ? C'est ça la transformation. Comment je vais faire qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire une transformation? Une transformation va s'accompagner
d'une modification des variables d'état. Cette modification des variables d'état, elle peut être faite via des transferts d'énergie. Donc on va regarder ce qu'il y a comme transfert possible d'énergie. Alors les transferts d'énergie sont de deux types. Le premier mode de transfert, c'est le travail. Donc ça, on l'a déjà vu en mécanique. Le travail, c'est je prends un système, je le sollicite via une action extérieure, et cette action extérieure génère un mouvement macroscopique. Exemple, je prends une boule et je pousse la boule avec ma main, et la boule se met en mouvement. D'accord ? Le point clé pour un travail, c'est que c'est ce qu'on va appeler un effet ordonné. Par exemple, quand je pousse avec ma main, la boule, elle va se déplacer dans une direction donnée. Autre exemple pour un gaz, donc ça va être une situation qui va être une situation assez standard pour nous. Un piston avec un gaz, on va pousser, donc là il y a du gaz, et on va pousser le piston de la droite vers la gauche. Donc là on va pousser comme ça. Ça se traduit par un mouvement ordonné de la paroi mobile. Ce mouvement ordonné va déplacer dans une direction donnée les molécules qui sont à l'intérieur du piston. Les molécules vont subir une action de type travail. D'accord ? Donc nous, dans ce chapitre-là, on va essentiellement se limiter au travail des forces de pression, parce que c'est en lien justement avec la variable d'état qui est la pression. Mais il y a d'autres types de travaux. Deuxième type de transfert, c'est le transfert thermique, qu'on a déjà discuté quand on a parlé de la thermalisation d'un gaz. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la thermalisation d'un gaz, c'est je prends un gaz dans lequel il y a au départ une molécule avec beaucoup d'énergie cinétique, et sous l'effet des chocs successifs, je vais avoir cette énergie cinétique qui va être transférée aux autres molécules. D'accord ? Donc là, il s'est produit un transfert d'énergie de la première molécule vers les autres molécules, mais qui n'est pas un transfert associé à un mouvement macroscopique d'ensemble. Ça se fait par exemple même si les parois sont fixes. Donc là, il n'y a pas de mouvement macroscopique d'ensemble, c'est totalement désordonné. Et comme c'est totalement désordonné, on va appeler ce transfert un transfert thermique. Les autres termes que vous allez avoir là-dessus, c'est chaleur, transfert de chaleur. Donc transfert thermique, chaleur, transfert de chaleur. Mais la notion de transfert, elle est importante. Convention de notation. Le travail, ça se note grand W comme en mécanique. Le transfert thermique, ça se note grand Q. D'accord ? Ça, c'est des notations qui sont obligées, vous n'avez pas le droit de les changer. Si votre système, il reçoit un travail, W est positif. S'il cède un travail, W est négatif. Donc ça, c'est assez simple à comprendre, c'est comme votre compte en banque. Vous avez un compte en banque dans lequel il y a 73 €. Si vous recevez de l'argent, vous recevez une somme positive, ça augmente le nombre d'euros que vous allez avoir, mais vous avez reçu quelque chose. D'accord ? Et à contrario, quand vous payez quelque chose, vous avez vous cédez à l'extérieur, donc ça vous fait un nombre négatif. Unité du travail et du transfert thermique, ce sont des joules, ce sont des énergies. Alors il y a des situations où vous allez pouvoir identifier soit un travail, soit un transfert thermique, et il y a des situations où vous allez avoir les deux en même temps, qu'on va peut-être pas forcément pouvoir découper. Donc je vous donne un exemple ici. C'est l'exemple où vous allez si vous comprimez un piston, vous allez constater qu'il s'échauffe. Donc ça, vous avez peut-être déjà fait ça, par exemple quand vous gonflez un pneu de vélo avec une pompe, vous faites plein d'allers-retours avec la pompe, et à la fin vous touchez l'embout de la pompe, vous allez voir qu'elle peut être brûlante, qui peut être brûlante. Ok ? Donc vous pouvez avoir les deux effets en même temps. Et donc du coup, des fois ça va être assez difficile de les caractériser. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va modifier le système ? On va modifier le système en le soumettant à différentes actions. La première action qu'on peut faire, c'est les actions mécaniques. Là, j'ai un petit topo, il y a pas mal de vocabulaire. Donc les actions mécaniques, vous pouvez faire quoi ? Vous pouvez comprimer votre système. Si vous comprimez votre système, vous augmentez la pression à l'intérieur du système. Si vous faites une détente, c'est que vous diminuez la pression.
Donc comment je fais une compression? Je reprends l'exemple de la pompe à vélo. J'ai du gaz dans un piston et je vais pousser. C'est ce cas-là. Comment je vais faire une détente? Je prends la même chose, mais au lieu de pousser, je vais tirer. D'accord? Qu'est-ce qui se passe du point de vue du gaz? Donc ce qui est important, c'est le système, c'est le gaz. Dans le cas de la compression, c'est moi avec ma main qui suis venu pousser. Donc c'est moi, opérateur extérieur, qui ai apporté de l'énergie. Donc le système gaz, lui, il va recevoir un travail de la part du milieu extérieur. D'accord? Dans le cas d'une détente, c'est le contraire. Une façon de faire une détente, c'est vous bloquez avec votre main un gaz sous très haute pression, et puis d'un coup vous lâchez votre main. Ce qui va se passer, c'est que le piston il va partir. Dans ce cas-là, le gaz va céder du travail à l'extérieur. L'extérieur étant, si votre système c'est le gaz, l'extérieur c'est les parois du piston et les parois mobiles et non mobiles du piston. C'est ça l'extérieur, c'est le reste du monde par rapport au système gaz. Alors à partir de ça, on peut faire deux cas particuliers qui sont les transformations qu'on va appeler les transformations isocore et isobar. Donc iso, ça veut dire même. D'accord? Donc dans une isocore, vous fixez le volume. Et dans une isobar, vous fixez la pression. D'accord? Si je fixe et le volume et la pression simultanément, c'est que je ne fais pas grand chose d'intéressant. Parce que je prends l'exemple du gaz parfait, PV égale nRT. Si je fixe et P et V, je fixe T. Ça veut dire que j'ai fait une isotherme. Si vous faites une isocore, isobar, isotherme, en fait vous faites rien. D'accord? Donc on va avoir des transformations, on va fixer soit le volume, soit la pression, soit les deux vont varier en même temps. Ça va arriver aussi. Il y a et le volume et la pression qui peuvent varier. D'accord? Mais ce qui est important, c'est que si je fixe le volume, j'ai déjà une information sur l'état du système, mais je ne connais pas la pression. Et inversement, si je fixe la pression, je ne connais pas le volume. Façon de fixer simplement la pression, c'est de mettre votre système en contact avec un pressostat. Donc un pressostat, c'est comme un thermostat, mais pour la pression. Exemple de pressostat, c'est l'atmosphère. Si votre système est en contact mécanique avec l'atmosphère, c'est-à-dire il n'est pas au niveau de paroi rigide, il est en contact avec l'atmosphère, l'équilibre mécanique va faire que la pression du système va être la pression extérieure, ici la pression de l'atmosphère. Alors il y a une autre transformation un peu plus subtile qui va me servir un peu plus tard, c'est la transformation monobar. Alors attention, vous allez vous rendre compte qu'en thermo, le vocabulaire peut être un petit peu... les gens s'écharpent un peu des fois sur le vocabulaire. Alors qu'est-ce que c'est une transformation monobar? C'est une transformation au cours de laquelle la pression exercée par le milieu extérieur garde une valeur constante. D'accord? Par contre, la pression à l'intérieur, je ne sais pas forcément ce qui se passe. Donc je pars d'un état initial qui est un état d'équilibre mécanique. Donc dans l'état initial, je vais aller jusqu'à un état final. Et je vais faire ça avec une pression extérieure donnée. Si j'écris la condition d'équilibre mécanique à l'état initial, j'ai P extérieur égale P initial. Si j'écris la condition mécanique à l'état final, j'ai P extérieur égale P final. D'accord? La transformation, elle se fait sous pression extérieure constante, mais ça ne donne aucune information de ce qui se passe à l'intérieur du système. Je vous donne un exemple extrême de transformation monobar. Vous prenez un réacteur chimique dans lequel se produit une réaction d'explosion. Le réacteur il est en contact avec l'atmosphère via le pressostat. Donc il y a un petit trou qui fait un contact avec l'atmosphère. Et il y a une énorme explosion. Pendant cette énorme explosion, je ne suis pas capable de caractériser la pression à l'intérieur du réacteur. Par contre, à la fin de l'explosion, la pression finale, ça reste la pression extérieure. Et toute la transformation d'explosion s'est faite en contact avec l'atmosphère, et la pression de l'atmosphère n'a pas changé. Donc là, vous avez fait une transformation monobar, au cours de laquelle votre système,
il lui arrive des tas de choses différentes. D'accord? Et ça, c'est les points de vocabulaire sur les actions mécaniques. Deuxième type d'action, les actions thermiques. Alors, les actions thermiques, là, c'est pareil, il va falloir faire assez attention au vocabulaire. Vocabulaire de base, chauffage, refroidissement. Bon, bah, chauffage, ça, vous savez faire depuis la nuit des temps. Vous chauffez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que je chauffe? Ça veut dire que mon système reçoit un transfert thermique de la part d'un corps plus chaud ou d'un corps extérieur. Exemple, vous faites cuire des pâtes, vous allumez le gaz. Si vous mettez votre main au niveau de la flamme du gaz, vous allez vous brûler. D'accord? Et c'est le fait que la température de la flamme du gaz soit très élevée qui va élever la température de votre casserole et qui va élever la température de l'eau et qui va faire cuire vos pâtes. Vous êtes en train de chauffer vos pâtes. Ok? Petite remarque au passage, quand l'eau de mes pâtes bout, elle est à 100 quelque chose degrés, parce que j'ai mis un peu de sel, peu importe, on va dire qu'elle est à 100 degrés, je continue de la chauffer. Je continue de la chauffer même si la température reste à 100 degrés. La notion de je chauffe, je refroidis, n'est pas forcément liée à la température. D'accord? Le cas, entre guillemets, habituel, c'est je chauffe un corps, sa température augmente. Mais il se produit des situations où vous chauffez un corps et sa température ne change pas. C'est ce qui va se passer dans les changements d'état. Ça va être assez important quand on va traiter les changements d'état. Refroidissement, c'est le symétrique. D'accord? Et ensuite, vous avez deux autres transformations qui sont assez importantes. C'est l'isotherme et l'adiabatique. Alors, l'isotherme, c'est la transformation pour laquelle la température du système est constante, tout au long de la transformation. D'accord? Et l'adiabatique, c'est la transformation pour laquelle je bloque les échanges de chaleur. Donc j'utilise des parois calorifugées, par exemple, et du coup, il n'y a pas d'échange de chaleur. Dernière transformation, c'est la monotherme, qui est écrite ici. La monotherme, c'est pareil que la monobar, mais du point de vue de la température. Troisième info dont vous avez besoin pour caractériser une transformation, c'est quelle est l'évolution temporelle. Alors du coup, les transferts d'énergie vont dépendre d'un facteur que vous n'avez pas contrôlé, c'est la durée de la transformation. Ce qu'on constate, c'est que si vous faites un déséquilibre mécanique, ce déséquilibre il se rétablit très très vite. Alors Hugo, la différence entre mono et isotherme, c'est qu'iso, ça concerne le système lui-même, et mono, ça concerne l'extérieur du système. D'accord? Donc isotherme, la température du système est constante. Monotherme, la température extérieure reste constante. C'est ça la différence. Donc par exemple, dans une transformation monotherme, vous imaginez que vous avez thermalisé une pièce à 20 degrés, vous mettez dedans un système, je reprends un exemple avec une réaction chimique exothermique. Votre réaction chimique exothermique, il va se passer quoi au niveau de votre système? Au début, la température du système va changer. Mais si vous attendez très longtemps, à la fin, la température du système, elle va rejoindre la température extérieure. C'est monotherme, au sens, la température initiale vaut T extérieur, la température finale vaut T extérieur. Entre les deux, il se passe des choses, mais T extérieur ne change pas. D'accord? Alors l'atmosphère, c'est tout. Ouais, donc monobar, monotherme, c'est deux choses différentes. On peut avoir une transformation et monobar et monotherme. Et souvent l'atmosphère joue un rôle de pressostat et aussi de thermostat. Charles, c'est bon aussi ou pas? Ok. Alors, donc, évolution temporelle. Vous déséquilibrez un peu votre système, c'est-à-dire vous modifiez un peu son équilibre. On va constater que mécaniquement, ça se rétablit très vite. Par contre, thermiquement, c'est beaucoup plus long. Donc ça, c'est lié au processus microscopique de thermalisation, en particulier le processus de diffusion thermique. Vous allez apprendre ça en deuxième année. C'est un processus qui est un peu plus lent. D'accord? Et ça va nous permettre de distinguer différentes classes de transformation. Ça va être les transformations qu'on va appeler soit brutales, soit quasi-statiques. Alors, qu'est-ce que c'est une transformation brutale? Une transformation brutale, c'est une transformation où
pendant la transformation, vous ne savez pas trop ce qui se passe. Donc c'est l'exemple qui est ici, c'est l'exemple du ballon que je vais éclater avec une petite aiguille. D'accord ? Le système, c'est le gaz qui est à l'intérieur du ballon. Qu'est-ce que je sais ? C'est qu'au départ, la pression initiale à l'intérieur du ballon, elle est supérieure à la pression extérieure. D'accord ? C'est le trait qui est ici. Là. À la fin, une fois que j'ai éclaté le ballon, le gaz il se retrouve dispersé dans l'atmosphère. Équilibre mécanique, il finit à la pression de l'atmosphère, qui est la pression extérieure. Et entre les deux, au moment où je plante mon aiguille, il y a toute une durée que je ne contrôle pas, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais ce que je sais, c'est que pendant cette durée-là, le champ de pression il est complètement inhomogène, et je ne vais pas pouvoir le caractériser proprement. Donc là, je ne suis pas capable de faire le lien ici, entre ce qui se passe avant et après. C'est une transformation brutale. D'accord ? Par contre, je peux aller de la pression initiale, pression initiale ici, P intérieur, à la pression finale ici, P extérieur, je peux y aller sans éclater le ballon, je peux y aller progressivement. Donc c'est ce que je fais ici, c'est le même ballon, mais j'ouvre un petit robinet. Et le ballon, il se vide très progressivement. Si votre robinet il est ouvert de façon suffisamment petite, ben vous gardez un champ de pression uniforme à l'intérieur du ballon. D'accord ? Qui est supérieur à la pression extérieure. Jusqu'à la fin où il ne reste plus qu'un tout petit peu de gaz dedans et où sa pression finale, c'est la pression extérieure. Et là, je vais pouvoir suivre, à chaque instant, je vais être capable de définir la pression. Ça s'appelle une transformation mécaniquement réversible. Alors, mécaniquement réversible au sens que j'ai une suite d'équilibres mécaniques. Et de façon, si vous étendez ça au transfert thermique, à la température, c'est une transformation qui est quasi statique. D'accord ? Ensuite, vous allez avoir des transformations qui vont être réversibles ou irréversibles. Alors, une transformation réversible, c'est une transformation renversable dans le temps. D'accord ? Alors, ça, plus d'autres choses, mais je commence juste par le plus simple. Donc, vous reprenez l'exemple du ballon. Vous ouvrez un petit robinet, mais au lieu d'ouvrir un petit robinet, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tirer avec un piston. Donc, le gaz qui était dans le ballon va se retrouver dans le piston. D'accord ? Ça, vous allez pouvoir le refaire dans l'autre sens. Vous allez pouvoir recomprimer le piston et le gaz va retourner dans le ballon. Vous allez pouvoir aller dans les deux sens. Ok ? Donc, il faut que je sois capable de faire l'exact inverse de la transformation. Et du coup, on peut résumer un petit peu ça dans un petit tableau qui vous donne les deux types de transformation, brutale, quasi-statique. Donc, brutale, l'équilibre interne est rompu, ça veut dire que je ne définis pas la pression et la température. Quasi-statique, l'équilibre interne est maintenu tout au long de la transformation. Je suis capable de définir la pression et la température. Deuxième temps, réversible, irréversible. Irréversible, je ne peux pas faire la transformation inverse. Réversible, je peux faire la transformation inverse. D'accord ? Pour le moment, nous, on va surtout se focaliser sur le caractère soit brutal, soit quasi-statique. Le caractère réversible, irréversible, on y reviendra au chapitre d'après, quand on fera le deuxième principe. Donc la première chose que vous allez devoir faire en thermo, ça va être de caractériser votre système. Donc ça, on a déjà fait. Ensuite, ça va être de caractériser votre transformation. Alors, l'équilibre interne plus extérieur, c'est l'équilibre thermodynamique. Dans l'équilibre thermodynamique, c'est l'équilibre interne plus l'équilibre mécanique, plus l'équilibre thermique, plus l'équilibre osmotique. L'équilibre interne, c'est, je vous donne un contre-exemple pour le comprendre, c'est vous prenez une goutte d'encre dans de l'eau, une goutte d'encre colorée, l'encre va diffuser dans l'eau. Donc tant que l'encre n'a pas diffusé, je n'ai pas l'équilibre interne. D'accord ? À l'intérieur du système. Donc vous devez commencer par définir votre système. Ça, c'est le point de départ. Si vous ne définissez pas votre système, ça va être encore plus radical qu'en mécanique. La non-définition d'un système en thermodynamique fait que l'exercice s'arrête. Pourquoi ? Parce que si vous ne définissez pas le système, vous n'allez pas pouvoir caractériser sa transformation. Et la transformation dépend du système. Ce que je vous montre ici. Donc, si vous devez caractériser une transformation, il faut répondre à 3 questions. Quelle est l'action mécanique ? Quelle est l'action thermique ? Quelle est l'évolution temporelle ? D'accord ? Et tout l'art de la thermo, ça va être de sentir un petit peu ce qui se passe pour
identifier la nature de la transformation avant de se lancer dans des calculs compliqués. Donc là, je vous donne un exemple, une compression isotherme réversible. Ça, c'est une transformation possible. D'accord ? Alors, je vous montre une situation où, si on change un tout petit peu la définition du système, ça change pas mal de choses. Donc, c'est la situation suivante. Vous avez un gaz qui est enfermé dans une enceinte calorifugée, comme ça. Donc, calorifugée, ça se représente en hachurant les parois, et ça veut dire ça ne laisse pas passer la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, il n'y a pas de transfert thermique possible de l'intérieur à l'extérieur. Et ce gaz, il est séparé par une paroi mobile qui est elle-même calorifugée. Donc il y a du gaz ici et du gaz à droite. Donc au départ, c'est à une température, je ne vais pas noter, température T1. Dans le compartiment de gauche, T1, on rajoute ici un petit bout de bois à la température T2. Et on vous demande de caractériser la transformation associée pour le système ensemble du contenu dans l'enceinte et pour le système gaz du compartiment de gauche. Donc qu'est-ce qui se passe si votre système, c'est tout le contenu dans l'enceinte ? Et bien dans ce cas-là, l'enceinte elle est rigide, donc le volume du système ne change pas. Donc l'évolution c'est une isocore. Et l'enceinte elle est calorifugée. Le fait d'avoir mis le bout de bois à l'intérieur de l'enceinte, c'est pas important parce que le bout de bois il fait partie du système. Donc ça va être... je vais pas... Moi ce qui m'intéresse c'est comment ce système interagit avec le reste du monde. Donc ce qui m'intéresse c'est juste les parois de ce système. D'accord ? Et dans ce cas-là, l'évolution elle est adiabatique. Donc la transformation c'est une isocore adiabatique. A priori, je dirais irréversible, parce qu'il y a peu de chances qu'on revienne à l'envers. D'accord ? Et a priori, je pourrais même rajouter quasi statique, parce qu'il y a des chances que ça se fasse tranquillement. Mais le point clé, c'est isocore adiabatique. Même problème, même situation de départ, je change juste le système. Maintenant, le système, c'est le gaz dans le compartiment de gauche. Qu'est-ce qui lui arrive à ce gaz-là, tout seul ? Il est en contact avec le morceau de bois qui est à la température T2. Donc il va subir de la part de ce morceau de bois un chauffage. Qu'est-ce qui va se passer quand il va y avoir le chauffage ? L'agitation thermique elle va augmenter, donc du coup la pression a priori devrait augmenter. Sauf que comme la paroi est mobile, la paroi elle va se déplacer de la gauche vers la droite. D'accord ? Donc il va y avoir deux actions simultanées, une action de chauffage et une action de détente. L'action de chauffage pour l'action thermique, l'action de détente pour l'action mécanique. Donc c'est un chauffage associé à une détente, a priori ça se fait tranquillement, donc il y a des chances que ce soit quasi statique. Et vous voyez que là c'est juste en changeant le point de départ c'est de quoi je parle. Et si vous changez le point de départ, vous changez la transformation. Si vous changez la transformation, vous changez sa caractérisation. Donc c'est hyper important en thermo de bien définir votre système et de bien identifier ses limites pour voir où il va se produire potentiellement des échanges. Ça, c'est un point super, super important. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va commencer à caractériser les transferts. On va faire le travail. Et après, on fera le transfert thermique. Je vous fais le travail et puis après, je vous laisse tranquille. Alors, pour calculer le travail des forces de pression, on part toujours d'une situation qui est une situation modèle, dans laquelle on a un fluide qui est à l'intérieur d'un piston. Et dans ce piston, il y a une paroi mobile, qui est cette paroi-là. Donc le système, c'est le fluide qui est là-dedans. Et les trois parois de côté, là, ça, c'est des parois qui sont rigides. Ok ? Comment je peux mettre en mouvement le piston ? Au départ, imaginez que le piston soit horizontal. Qu'est-ce qui va se passer à l'équilibre mécanique ? Là, vous allez avoir égalité des pressions à gauche et à droite. D'accord ? Ça, on l'a déjà vu avant les vacances. Si je veux mettre en mouvement le piston, je vais appuyer dessus. Une façon d'appuyer dessus, c'est moi je pousse avec ma main. Ce que j'appelle F de l'opérateur ici. Donc j'exerce une force F de l'opérateur qui vient s'ajouter à l'effet de la pression qui est déjà présent. Autre façon de faire, au lieu que le piston soit horizontal, je peux le mettre vertical. Dans ce cas-là, F de l'opérateur, je le remplace par le poids mg. D'accord ?
ce que je vais faire, c'est que je vais généraliser tout ça en disant que la force extérieure qui s'applique sur la paroi de mon système, c'est P extérieur fois S. Donc ce qu'il faut bien comprendre là, je vais dessiner un peu plus gros. Ce qui délimite mon système, attendez, tac. Donc ça c'est le piston là, que je suis en train de hachurer. Mon système c'est le gaz dans le piston. Enfin le gaz, le fluide. Hein. Donc les limites spatiales de mon système, elles sont là. Comme ça. Du coup, la masse qui est ici, la masse qui est dans le piston, ça fait déjà partie de l'extérieur. D'accord ? Si je prends comme système le gaz plus le piston, bah, l'extérieur, ce ne sera pas la même chose. Mais là, comme le système, c'est que le gaz, le fluide, pardon, qui est là. Ici, cette paroi-là, elle est importante parce qu'elle me donne qu'est-ce qui va délimiter l'extérieur. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est les actions mécaniques qui s'exercent sur les parois mobiles. Donc, je vais juste me focaliser sur cette paroi-là, celle-là, et je vais essayer de lister je vais essayer de voir comment est-ce qu'on appuie dessus. Et c'est pour ça que pour la force pressante, on prend en compte le poids, parce qu'en fait, du point de vue du fluide, le poids mg appuie sur le fluide. D'accord ? Cyprien, ce sera à nous de choisir le système. Oui, ce sera à vous de choisir le système et de bien choisir le système. Il y aura des cas où ce sera évident. Hein. Les cas où ce sera évident, ce sera tous les systèmes où vous allez transformer des gaz. Les cas où ce ne sera pas évident, ce sera quand j'aurai plusieurs morceaux successifs. Comment on le met sous la forme P fois S ? Et bien c'est facile. On écrit que ça, c'est mg fois S sur S. D'accord ? Et donc du coup on retrouve, les trois expressions, vous pouvez les factoriser par la surface. Et vous pouvez dire que la paroi mobile de mon système, elle subit une force qui est P extérieur fois S. Et dans P extérieur, vous mettez tout ce qui est extérieur au système. Ok ? Alors maintenant, je vais appliquer cette force P extérieure. Donc c'est soit la force de l'opérateur, soit juste la pression atmosphérique, soit la pression atmosphérique plus le poids, ce que vous voulez. Et je vais l'appliquer pour déplacer la paroi. Et je vais calculer quel est le travail reçu par le gaz, par le fluide, lors de ce déplacement-là. Donc ça, c'est juste de la mécanique. Le travail reçu, c'est quoi ? C'est force scalaire le déplacement. Donc là, ici, je suis en train de faire un petit déplacement, une petite longueur dx, comme ça. Et j'applique la force le long de ce déplacement. Donc je dis que le travail élémentaire que je note, petit delta W, parce que c'est une petite quantité de travail, c'est F scalaire dx. Ok ? F scalaire dx, je le réécris moins P extérieur fois S, F c'est moins P extérieur fois S selon EX. Le vecteur EX, il est ici, vers la droite. Donc quand je fais le produit scalaire, ça me fait moins P extérieur fois S fois dx. Mais qu'est-ce que c'est S fois dx ? Ça là, c'est ce petit volume-là. Et qu'est-ce que c'est que ce petit volume-là ? Ben, c'est la variation algébrique du volume du fluide entre le début et la fin. Au début, le fluide, il a ce volume-là. Si je redessine le petit dx, donc ça c'est V initial. À la fin, donc ça, il y avait le petit... là, c'est la même chose que ça. À la fin, il a quel volume ? Il a le volume orange, ici, qui est V final. Non, en rouge, c'est V initial. C'est le volume initial de mon fluide. Je déplace la paroi de dx, et en orange, je récupère le volume final. La variation de volume, le dV, c'est V final moins V initial. Sur le schéma de droite. Alors c'est du vert. Oui, c'est vrai que vous avez des problèmes de couleur. Oui, ça c'est le petit dV, ça. Ce qui est hachuré ? Ici, là ? Ouais.
Ça, c'est la petite variation de volume de mon fluide. Donc c'est le dV. Ouais. D'accord ? Donc le dV, soit je le vois comme volume rouge moins volume orange, et si je fais volume rouge moins volume orange, je récupère le volume hachuré. Ce que je peux résumer en disant que le travail, c'est moins P extérieur fois la variation de volume de mon fluide. Cette formule-là. Alors cette formule-là, vous l'encadrez comme ça. Je pense que c'est assez là. Ça, c'est une formule clé. Qu'est-ce qu'elle vous permet de voir, cette formule ? Elle vous permet de voir que si vous comprimez le gaz, vous réduisez son volume. Si je réduis son volume, dV est négatif. Si dV est négatif, le travail est positif. Donc ça, c'est cohérent. Si vous voulez comprimer un gaz, c'est vous qui allez pousser avec votre main. Donc si c'est vous qui poussez avec votre main, ça veut dire que le fluide, lui, reçoit un travail. Et par contre, quand le gaz se détend, c'est l'exemple où le piston il se déplace vers la droite, là, c'est le gaz qui va pousser le piston, donc c'est le gaz qui va céder du travail à l'extérieur. Ok ? Généralisation. La petite preuve qu'on fait avec un piston, là, c'est une preuve avec une surface particulière, vous pouvez la généraliser à la déformation d'un volume soumis à une pression P extérieure uniforme. Ça, c'est important. Et dans ce cas-là, la formule d'avant, elle s'applique quand même. Alors, je ne fais pas la preuve parce qu'elle n'est pas au programme, mais vous pouvez essayer de la faire. Dans le cas d'un fluide incompressible, il se passe quoi ? Eh ben, dans le cas d'un fluide incompressible, vous n'allez jamais réussir à faire un dV. Donc, dV va valoir 0. Donc, par exemple, avec de l'eau, vous allez pouvoir pousser aussi fort que ce que vous voulez, mais le dV, il restera nul. Donc, le fluide incompressible, il subira une isochore. D'accord ? Par contre, si vous avez... Alors, vous avez entouré ça en rouge, ça. Oui, c'est là ce que j'ai entouré 50 fois, c'est pour vous dire que c'est important. Que je vais réencadrer là. Ça, c'est la formule de départ qui va me permettre de calculer les travaux. Et je vais avoir besoin toujours de calculer les travaux. Ok ? Alors, par contre, il y a un cas qui est assez important, qui est un cas qu'on va être amené à rencontrer. C'est la situation suivante. Vous avez votre système ici, mais il est entre deux parois mobiles. À gauche, c'est mobile, à droite, c'est mobile. Ici, j'ai une pression P1, et ici, j'ai une pression P2. C'est par exemple ce qui se passe quand vous avez un écoulement d'eau. Quand vous avez un écoulement d'eau, vous avez une pression P1 supérieure à P2, le fluide se met en mouvement de la gauche vers la droite. Là, au niveau de cette paroi-là, j'ai une pression P extérieure égale P1. Au niveau de cette paroi-là, j'ai une pression P extérieure égale P2. Les deux pressions extérieures ne sont pas forcément les mêmes. Dans ce cas-là, la formule rouge ne s'applique pas. Elle ne s'applique que si la pression extérieure ici est uniforme. Et c'est tout. Et ça, c'est assez important à bien comprendre. Alors du coup, une fois qu'on a fait ça, on a le travail élémentaire. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le travail sur une transformation complète. Donc une transformation complète, c'est je pars d'un état initial d'un volume V1, et je vais jusqu'à un état final d'un volume V2. Comment je vais calculer le travail ? Je vais faire comme en méca, je vais sommer les travaux élémentaires. Et le travail, ça va être la somme, au sens l'intégral, là, des petits delta W. Que je réécris comme ça, et je somme du volume initial au volume final. Pour aller plus loin dans ce calcul, il faut que j'ai une information sur ça. Comment évolue P extérieur au cours de la transformation. Et ça va être donné par la transformation que vous êtes en train d'étudier. Donc je vous donne deux exemples. Premier exemple, donc c'est 0,1 mol de gaz parfait de température 300 Kelvin, volume 1 litre. On fait subir au gaz un chauffage isochore le portant à 450 Kelvin. Exprimer puis calculer le travail. Déterminer l'état final. Okay ? Si le chauffage est isochore, ça veut dire qu'entre l'état initial, que je représente ici, et l'état final, que je représente ici, V, il reste constant. Donc quand je vais calculer l'intégrale ici, je vais calculer ça avec, si V est constant, dV égale 0. Donc vous allez sommer des petites quantités, des petits delta W,
qui valent tous 0. La transformation peut être aussi longue que ce que vous voulez. Chaque petit travail élémentaire est nul. Et donc vous faites 0 plus 0 plus 0 plus 0. À la fin, vous obtenez 0. Le travail le long d'une isochore, c'est 0. D'accord? Déterminer l'état final. Bon, après, ça c'est juste exploiter l'équation d'état. Ça c'est juste une parenthèse. Deuxième situation. On fait subir au gaz une détente monobar doublant son volume. L'information que vous avez, c'est une détente monobar. Comment je vais calculer le travail? Alors dans ce cas-là, je vais repartir de la formule qui est ici. Sauf que, attends, je vais le faire en... On va le faire en vrai, ça sera plus propre que de gribouiller le tableau. Hop. Tac. Donc on a dit, je fais le travail de l'état initial à l'état final, qui vaut moins V1, intégrale de V1 à V2 de P extérieur dV. D'accord? Je sais que la détente, elle est monobar. Donc du coup, ce que j'ai besoin de connaître, c'est quelle est la pression de départ. La pression de départ, si je représente encore le système, pourquoi j'ai pu montrer une seconde, hop. À l'état initial et à l'état final, là je fais une détente monobar. À l'état initial, j'ai P, je vais l'appeler P1, égale P extérieur. Et à l'état final, j'ai P2 égale P extérieur. Ça, c'est la condition d'équilibre mécanique à l'état initial et à l'état final. Et pendant toute la détente, j'ai P extérieur égale constante. À l'état initial, j'ai un volume V1. À l'état final, j'ai un volume V2. Donc du coup, si P extérieur est constante, hop, ça, je peux le passer devant. Et ça me fait moins P extérieur intégrale de V1 à V2 dV. Ok? Alors P1 et P2, P1 c'est la pression de votre système à l'état initial. Donc l'état initial c'est un état d'équilibre thermodynamique, par définition de l'état initial. Et l'état d'équilibre thermodynamique impose l'état d'équilibre mécanique. D'accord? Et pareil pour P2. P2 c'est la pression finale de votre système à la fin de la transformation. Donc du coup une fois que j'ai fait ça, il faut que je calcule moins P extérieur fois somme de dV. Ça c'est facile, je vais le mettre là. Ça fait moins P extérieur, V2, moins V1. Et Lucas, oui, on considère toujours qu'il y a équilibre mécanique, alors pas n'importe où, hein. Il y a équilibre mécanique ici, et il y a équilibre, thermodynamique ici, et thermodynamique ici. Une transformation se fait toujours entre deux états d'équilibre thermodynamique successifs. D'accord? Entre les deux, j'en sais rien. Hein. Entre les deux, il peut se passer des tas de choses, mais le point de départ et le point d'arrivée sont des équilibres thermodynamiques. Alors, une fois que vous arrivez à cette expression-là, eh ben, il suffit de dire quoi? Il suffit de dire, qu'est-ce que je connais? Je connais, je vais trouver P extérieur avec P1, donc ça, je vais dire c'est moins P1. Et on vous dit que la transformation, elle se fait en doublant le volume, donc je sais que V2, c'est 2V1. Donc ça va faire 2V1. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait moins 2 P1V1. P1V1, je le remplace par l'équation d'état, donc ça fait moins 2 nRT1. Et là, j'ai exprimé le travail. D'accord? Et je cherche... Il y a deux étapes. Première étape, je caractérise la transformation, je pose le calcul, j'arrive à une formule. Deuxième étape, j'explicite dans cette formule les grandeurs que je connais pour pouvoir le calculer numériquement. Ça fait pas juste V1. Oui, ça fait V1. J'ai oublié un. C'est 2V1 moins V1. Donc il reste juste V1. Bien vu. Je corrige parce que j'ai fait une bêtise là. C'est 2V1 moins V1. Donc là, il n'y a plus le 2. Et là, il n'y a plus le 2 non plus. Ça fait moins 1 RT1. Ok? Alors, du coup, si on revient au poly. Hop. 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 Hop.
Donc du coup là je l'ai réécrit moins P extérieur V0, mais ça revient au même. Et après la suite de la question, déterminer l'état final. L'état final, c'est vous trouvez le volume, la pression, la température. Ça, il faut vous servir des informations que vous avez. Donc l'information que j'utilise, c'est le volume double, ok. La pression, c'est P0, ok. Et la température, je la trouve avec l'équation d'état et c'est fini. D'accord. Le calcul du travail et la caractérisation de l'état final, c'est deux choses complémentaires. Alors, il y a une classe de transformation qui est assez importante, c'est la transformation mécaniquement réversible. Je regarde juste si j'ai presque fini. Ouais, c'est encore un peu long. Je crois que je vais m'arrêter juste. Je vous pose la formule, puis après, je vous laisserai chercher l'activité pour la prochaine fois. Donc, il y a une situation où vous allez, par exemple, comprimer un piston, mais vous imaginez que vous comprimez votre piston avec votre main en poussant de plus en plus fort. Donc, au début, votre piston, il est comme ça, avec une pression P atmosphérique, et ici il y a P atmosphérique, et puis vous commencez à pousser. Donc là vous commencez à pousser. Au début vous poussez tout doucement, puis vous allez progressivement augmenter la façon dont vous poussez. Qu'est-ce qui va se passer? Votre piston va se déplacer extrêmement lentement. Et si vous allez à l'extrême limite, vous pouvez faire en sorte de déplacer le piston de façon infinitésimale, juste en augmentant un petit peu la pression. D'accord? Ça se traduit par ce qu'on appelle une transformation mécaniquement réversible. C'est une transformation pour laquelle, il y a équilibre mécanique tout au long de la transformation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si je me place à un moment quelconque de la transformation, je vais avoir l'équilibre mécanique du piston. L'équilibre mécanique du piston, ça se traduit par pression intérieure égale pression extérieure. Donc au début, j'avais une pression intérieure, par exemple P0. Je commence à pousser progressivement, et puis il y a un moment où ici, je vais pousser assez fort. Ici, je vais avoir une nouvelle pression P. D'accord? Mais si au moment où je fais la mesure, il y a équilibre mécanique du piston, cette pression P reste égale à P extérieur qui est ici. Et donc, je vais pouvoir écrire à tout instant que P extérieur est égal à P étant P du système. Et là, c'est complètement différent, parce que le P extérieur, c'est j'ai posé une masse donnée, par exemple, avec un piston vertical. Le P du système, c'est le P qui est donné par l'équation d'état. PV égale NRT, typiquement. Donc ce sont deux pressions complètement qui n'ont rien à voir. La première, c'est celle que vous imposez vous depuis l'extérieur. La deuxième, c'est ce qui se passe au niveau du gaz. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, là, quand vous allez avoir une transformation mécaniquement réversible, la formule que vous allez pouvoir appliquer pour calculer le travail, c'est celle-là. Vous allez pouvoir remplacer la pression extérieure par P. D'accord? Je vous montre juste comment ça marche, par exemple, si vous avez une transformation isotherme. Donc on va faire juste un exemple, et puis après, je m'arrête. Alors on va se remettre là. Hop. Attendez, j'ai perdu un morceau. Touc. 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 Donc on va faire la situation suivante. Vous avez un système qui est un gaz parfait, donc N mol de gaz parfait, et je le fais passer d'une pression P1 à une pression P2 de façon isotherme. C'est ça la donnée que vous avez. Et on veut le travail des forces de pression. Comment on va répondre à cette question? Donc isotherme, on va dire à température T0. On va commencer par caractériser la transformation. Donc une isotherme, c'est forcément une transformation qui est, entre guillemets, tranquille. Donc c'est forcément mécaniquement réversible. Donc du coup, si je veux calculer le travail des forces de pression, je vais appeler W, je vais pouvoir écrire que c'est moins somme de V1 jusqu'à V2 de P extérieur dV. Et ça, je le réécris moins somme de V1 à V2 de P dV. Là, j'ai utilisé pour cette égalité-là le caractère mécaniquement réversible. Et à partir de là, je vais pouvoir
calculer le travail. Alors comment je fais? Je vois que c'est une isotherme, donc je sais que la température est fixée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer la pression par son équation d'état. Donc ça va me faire moins nR T0 sur V fois dV. Je peux sortir devant, alors j'ai oublié les bornes, V1, V2. Je peux sortir devant l'intégrale tous ces constants. N c'est constant, R c'est constant, T0 c'est constant parce que c'est une isotherme. Donc là j'utilise l'hypothèse isotherme ici. Et donc du coup il me reste intégrale de V1 à V2 de dV sur V. Et ça vous savez ce que ça fait. Ça fait moins NR, j'ai oublié le M, ln de V2 sur V1. Et donc j'ai pu calculer, enfin exprimer le travail des forces de pression pour une isotherme. Et vous voyez que l'expression finale est complètement différente de celle qu'on avait vue par exemple pour la monobare. Conclusion. Vous allez être amené à calculer des travaux de force de pression dans beaucoup de situations. Il y a des formules qui vont revenir assez souvent, d'accord? Mais pour le moment, je vous conseille de ne pas apprendre par cœur l'expression du travail des forces de pression pour une isotherme, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est très particulier. C'est travail des forces de pression pour une isotherme, pour un gaz parfait. Il y a trop d'hypothèses. Donc ce qu'il faut que vous appreniez bien, par contre, si je reviens au poly de cours, c'est les formules de départ. C'est celle-là. Donc celle qui est encadrée en rouge ici, là. Et sa généralisation pour une grande transformation, c'est celle-là. Et il faut que vous soyez capable, au cas par cas, d'exprimer et de calculer le travail. Donc là, on l'a déjà fait pour 2 transformations ici. Et on va le refaire pour d'autres transformations ici. Ok? Alors du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, il y a colle à midi. Vendredi, c'est férié, donc je ne fais pas cours. Et ça, l'activité 3, il faudra me la préparer pour lundi. Alors, une autre question. Hop. Allez, je regarde. Tac, tac. C'est pair ou impair l'école? J'ai pas fait attention. C'est qui avait eu colle la dernière fois? Ouais, si vous avez eu colle avant les vacances, vous n'avez pas colle, et inversement. D'accord? Après, tout le monde peut les faire, hein. Il n'y a aucun problème si tout le monde peut les faire. Je crois que je vais finir par faire ça, hein. À la fin, je vais vous les faire faire à tout le monde. Ça sera plus simple. Ça vous évitera de vous poser la question. Je vous invite à vous entraîner un maximum. Demain, la colle, alors je vous le dis quand même, elle portera sur la statique des fluides. Ok? Comme ça vous laisse réfléchir un petit peu. Du coup, vous me cherchez l'activité 3 pour lundi. Et vous pouvez regarder ça aussi. Ce qui serait pas mal, c'est que vous ayez lu la fin du grand 2 et le grand 3. Le grand 3, c'est juste de la lecture, il n'y a presque rien. Donc, en fait, grand 2, grand 3. Donc, activité 3 pour lundi, plus grand 2, plus lire le grand 3. Comme ça, hop. Vous aurez de quoi vous occuper un petit peu. Ok, et on s'arrête là pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et à plus tard.